Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci de votre présence à cette réunion et bienvenue. Au cours de cette réunion, nous allons présenter les résultats semestriels de l'exercice 2023-2024 de Wavestone. Et pour commenter ces résultats, nous serons trois. Il y aura Patrick Hirigoyen, directeur général délégué de Wavestone, à ma droite. Patrick Hirigoyen a oublié de mettre sa cravate ce matin, j'espère que vous l'en excuserez. Laurent Stoupy, directeur financier de Wavestone, et moi-même, Pascal Imbert, cofondateur et président directeur général de Wavestone. Je voudrais également vous signaler la présence au premier rang de cette assemblée de Carsten Hoppner, qui est le CEO de Cuperior, qui pourra peut-être tout à l'heure répondre à certaines de vos questions, ainsi que celle de Michel Dancoine, cofondateur de Wavestone, dont vous savez qu'il ne nous laisse jamais prendre la parole sans surveiller les messages que nous délivrons à la communauté financière. Donc Michel, soyez attentifs. Nous allons glisser un ou deux messages sur lesquels théoriquement vous devriez réagir. Et je vous propose d'attaquer cette réunion. Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'entreprise, rappelons que Wavestone est un cabinet de conseil indépendant dont le métier est d'aider les grandes entreprises à réussir leurs transformations les plus structurantes. Le cabinet possède des compétences sectorielles centrées sur le cœur de métier de ses clients, des compétences technologiques centrées sur le digital, la cybersécurité, la data ou encore l'intelligence artificielle, ainsi que des compétences en développement durable. Et la promesse de Wavestone, ce qui nous distingue de nos concurrents, c'est le sans couture. C'est de savoir conjuguer étroitement toutes les compétences que je viens d'évoquer dans toutes nos géographies, au sein d'équipes pluridisciplinaires, afin d'apporter au cours de toute mission la meilleure réponse possible à nos clients. Wavestone vise cette année un chiffre d'affaires de 580 millions d'euros, compte 4400 collaborateurs présents en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Asie. Et je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet avec les faits marquants du semestre, détaillés par Patrick. Bonjour à tous. Comme nous l'avons annoncé le 30 octobre dernier, sur l'ensemble du premier semestre 2023-2024, Wavestone a dégagé un chiffre d'affaires total de 276,7 millions d'euros, en croissance soutenue de 17%. À périmètre constant, c'est-à-dire hors Penn Partnership et Coeus Consulting, respectivement consolidés à partir du 1er août et du 1er octobre 2022, et à change constant, la croissance organique s'est élevée à 12%. Cette croissance organique dynamique a été réalisée en dépit d'un effet jour défavorable de moins 2,2%. Elle a bénéficié de la progression embarquée des effectifs au terme de l'exercice 2022-2023 et surtout de l'intensification commerciale des derniers trimestres qui nous a permis de tirer parti de cette progression de nos effectifs dans un marché moins porteur. Si l'on examine maintenant le déroulement du semestre sous l'angle de nos KPI, sur l'ensemble du premier semestre 23-24, le taux d'activité s'est élevé à 73%, après avoir reculé en fin d'exercice 22-23, 71% pour rappel au quatrième trimestre, celui-ci s'est progressivement rétabli. En ce qui concerne les prix, le taux journalier moyen s'est établi à 900 € au premier semestre, en croissance de 1,1% par rapport aux 890 € constatés sur l'ensemble de l'exercice précédent. Et à taux de change constant, le taux journalier moyen s'est élevé à 902 €, en progression de 1,3%. Le carnet de commandes s'est établi quant à lui à 3,6 mois à fin septembre, en recul par rapport aux 4 mois du 31 mars dernier. Ceci est le résultat du ralentissement de la prise de commande traditionnellement constaté pendant l'été, ainsi que la dégradation du contexte de marché. Vous pouvez voir sur ce slide la répartition de notre chiffre d'affaires par secteur d'activité économique, ainsi que la liste des 20 premiers clients du cabinet à la fin du premier semestre. Ce top 20 est représentatif du portefeuille client de Wavestone, un portefeuille de grands comptes, diversifié tant en termes de clients qu'en termes de secteur économique. Peu de mouvements du poids des secteurs au cours du semestre, avec néanmoins à noter la progression du secteur des biens de la consommation et du luxe sous l'impulsion des comptes du luxe, une baisse du poids du secteur public, comme attendu, et une légère progression du transport.
Alors, dans un marché où la demande est plus contingentée, l'enjeu commercial est de porter notre effort vers les secteurs et les domaines d'intervention les plus porteurs. Et je vais vous en partager quelques illustrations. Dans le domaine de l'assurance, un secteur qui se comporte plutôt bien, nous opérons des sujets traditionnels comme la outsourcing ou des sujets plus d'actualité comme la CSRD auprès d'AXA. Dans le secteur bancaire, malgré une demande en berne, il reste de l'activité sur des sujets tels que la résilience opérationnelle sous la pression réglementaire ou l'intelligence artificielle. Nous accompagnons par exemple un acteur bancaire sur les cas d'usage de l'intelligence artificielle à destination des conseillers et pour l'amélioration de l'expérience client. Le secteur du transport offre à nouveau des opportunités, comme l'illustre une opération menée conjointement avec Cuperior pour la création du système d'information d'une nouvelle compagnie ferroviaire dans un pays du Golfe. Et en France, nous accompagnons la SNCF dans la mise en place d'une solution digitale pour les agents en charge de la relation client en gare et à distance. Nous restons offensifs dans le secteur énergie et utilities. Je souligne le projet mené pour Veolia Water aux États-Unis sur la définition de leur feuille de route de transformation digitale, ou encore nous accompagnons Orano dans une analyse des risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et enfin, à noter une forte poussée dans le domaine du luxe et de la beauté, sur des sujets clés chez ses clients comme l'Augmented Beauty pour L'Oréal, ou enfin les travaux menés sur la chaîne d'approvisionnement de certains acteurs du luxe. Pour terminer, en ce qui concerne les ressources humaines, le turnover a poursuivi sa décélération et se stabilise sur 12 mois glissants à 14% à fin septembre 2023, contre 16% au 31 mars. Compte tenu de l'environnement économique dégradé et du recul du turnover, nous maintenons un rythme de recrutement ralenti sur l'exercice. Finalement, Wavestone comptait 4 305 collaborateurs au 30 septembre 2023, contre 4 406 fin mars à l'issue de l'exercice 22-23. Malgré la modération des efforts de recrutement, nous visons des effectifs en progression sur l'ensemble de l'exercice 23-24. Laurent, the floor is yours. Merci Patrick. Comme vous venez de le voir, le chiffre d'affaires de Wavestone est en croissance de 17% sur le premier semestre. En termes de rentabilité, le cabinet a réalisé un résultat opérationnel courant de 36,8 millions d'euros, en forte progression de 24% par rapport à la même période de l'an dernier. La marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 13,3% contre 12,5% un an plus tôt, et ce malgré un effet jour défavorable de moins 2,2% sur le semestre. Cette progression, dans un environnement de marché dégradé, s'explique par un beau ratio prix de vente sur salaire et par la maîtrise de nos coûts. Je précise que les achats consommés ont augmenté du fait de la consolidation des sociétés PERT Partnership et Coeus Consulting, qui recourent à la sous-traitance de manière plus importante que le reste du cabinet. Après prise en compte de l'amortissement de la relation clientèle et des autres produits et charges opérationnelles, comprenant pour l'essentiel une première partie des frais relatifs au projet de rapprochement avec Cuperior, le résultat opérationnel s'est établi à 33,2 millions d'euros, en croissance soutenue de plus 29%. Du fait de la hausse des taux d'intérêt, le coût de l'endettement net financier s'est accru pour s'établir à 0,7 millions d'euros contre 0,4 millions d'euros un an plus tôt. Finalement, après prise en compte des autres produits et charges financiers et de la charge d'impôt, le résultat net part du groupe ressort à 23 millions d'euros à l'issue du premier semestre 2023-2024, en progression de 28% par rapport au premier semestre 2022-2023. La marge nette semestrielle s'est établie ainsi à 8,3% contre 7,6% un an plus tôt. Je vous propose maintenant de regarder notre tableau de flux de trésorerie. À l'issue du premier semestre de l'exercice 2023-2024, Wavestone a dégagé une capacité d'autofinancement de 39,4 millions d'euros, en croissance de 31% par rapport au premier semestre 2022-2023. Vous pouvez voir que l'activité a généré 9,3 millions d'euros de cash sur la période, contre moins 7,5 millions d'euros un an plus tôt, après prise en compte du paiement des impôts de 9,8 millions d'euros et d'une augmentation du besoin en fonds de roulement de 20,3 millions d'euros. Cette augmentation du BFR est notamment liée à la baisse des dettes sociales,
habituel sur le premier semestre de l'exercice. Les opérations d'investissement ont consommé 6,5 millions d'euros sur le semestre, liées essentiellement au paiement du premier complément de prix de Penn Partnership. Les flux liés au financement ont consommé 19,7 millions d'euros de cash. Ils sont constitués de 7,6 millions d'euros de versement de dividendes au titre de l'exercice 2022-2023, de 6 millions d'euros de rachat d'actions pour servir nos plans d'attribution gratuite d'actions, de 2,8 millions d'euros de remboursement net d'emprunts financiers et de 2,6 millions d'euros de remboursement de dettes locatives selon la norme IFRS 16. Sur le bilan, vous pouvez voir que les capitaux propres progressent de 12,8 millions d'euros pour s'établir à 311,9 millions d'euros au 30 septembre 2023. La trésorerie nette, hors dette locative IFRS 16, s'élève à 13,3 millions d'euros à mi-exercice, contre 27,1 millions d'euros au 31 mars 2023. En ce qui concerne le capital de Wavestone, il y a eu peu de mouvements en fait, par rapport au 31 mars 2023, avec 54,5% des titres détenus par l'action de concert constituée par Pascal Imbert et Michel Dancoine. Le flottant représente près de 36% du capital, dont les 3/4 sont détenus par des fonds institutionnels français ou internationaux et 1/4 par des actionnaires individuels. Les collaborateurs du cabinet, ainsi que les autres mandataires sociaux et administrateurs, détiennent quant à eux un peu plus de 8%, dont près de 3% détenus à travers le FCPE Wavestone en France et à l'international. Hors projet de rapprochement avec Uperior, il n'y a aucune autre dilution potentielle du titre, puisque nous avons couvert l'intégralité de nos plans d'attribution gratuite d'actions par des titres autodétenus. Pour finir cette partie financière, vous pouvez voir que depuis le 1er janvier 2023, la performance du titre Wavestone a été supérieure à celle du CAC Mid & Small. Le titre Wavestone est ainsi en hausse de 10% sur la période, alors que le CAC Mid & Small est en légère baisse de moins 1%. Après avoir évolué parallèlement à cet indice depuis le début de l'année 2023, le titre Wavestone a superformé pendant l'été, notamment lors de l'annonce du rapprochement avec Uperior fin juillet. Le titre a ensuite connu une baisse continue depuis la rentrée de septembre, pour de nouveau s'apprécier depuis début novembre, suivant en cela l'évolution générale du marché. Je laisse à présent la parole à Pascal, qui va vous parler du projet de rapprochement entre Wavestone et Uperior, et plus largement des perspectives du cabinet jusqu'à la fin de l'exercice. Merci. Merci Laurent. Et donc, effectivement, je vous propose de faire un point sur le projet de rapprochement entre Wavestone et Uperior que nous avions annoncé en juillet dernier. Ce projet est transformant et stratégique. Wavestone est aujourd'hui un champion du conseil en France. Demain, le rapprochement avec Uperior, s'il va à son terme, va permettre de constituer un nouveau Wavestone qui prendra place dans la catégorie des grands cabinets de conseil internationaux. Notre changement de taille, notre nouvelle envergure internationale et notre proposition de valeur élargie nous permettront d'accéder chez nos clients à de nouvelles opportunités pour servir leurs transformations les plus globales. Une évolution qui nous ouvre de nouveaux espaces de croissance, tant chez nos clients actuels que chez les nouveaux grands comptes internationaux que nous pouvons désormais cibler. Dès le premier jour, si ce projet se confirme, le nouveau Wavestone pèsera près de 850 millions d'euros de chiffre d'affaires pour plus de 5500 collaborateurs. Nous serons présents dans 17 pays, avec des positions de leader dans 3 des principaux marchés d'Europe continentale, l'Allemagne, la France, la Suisse, sans oublier de solides implantations au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Asie. Nous serons riches d'un portefeuille de très grands clients, diversifiés tant sur le plan sectoriel que sur le plan géographique. Et surtout, ce nouveau Wavestone disposera de tous les atouts pour poursuivre une trajectoire de croissance ambitieuse, avec à court terme l'objectif de dégager 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires au 31 mars 2025, pour un résultat opérationnel d'au moins 130 millions d'euros, et à plus long terme, l'ambition de réaliser une croissance annuelle moyenne de 15%, combinant croissance organique et acquisition ciblée, tout en faisant progresser notre rentabilité
vers 15% de marge opérationnelle courante. Les performances financières auxquelles nous associons des objectifs exigeants en matière de ressources humaines et de responsabilité, puisque nous nous fixons l'ambition de figurer chaque année dans les 5% des entreprises les plus performantes sur le plan extra-financier. Sur le plan technique, cette opération se traduirait par l'acquisition par Wavestone de 100% du capital de Cuperior, sur la base d'une valeur d'entreprise de 330 millions d'euros, hors complément de prix éventuel, soit un prix ferme des titres de Cuperior de 321,9 millions d'euros. À ce prix ferme pourra s'ajouter un complément de prix pouvant aller jusqu'à 35 millions d'euros, conditionné par l'EBIT de Cuperior au 31 mars 2024. Sur la base des objectifs évoqués précédemment et des conditions financières que je viens de présenter, cette opération serait relutive dès l'exercice prochain, c'est-à-dire dès le 31 mars 2025. Cette opération serait financée à hauteur de 79% du prix ferme par l'émission d'actions nouvelles Wavestone, sur la base d'un prix de référence pour l'action Wavestone de 54 €. Les 21% restants seraient payés en cash, ainsi que le complément de prix. Le nouvel ensemble serait contrôlé par une action de concert réunissant Michel Dancoine, moi-même, ainsi que les actionnaires majoritaires de Cuperior, représentés par Carsten Hoepner. Ces trois parties, qui représenteraient 60% du capital de Wavestone, seraient liées par un pacte d'actionnaires d'une durée de 10 ans, témoignant de notre engagement à long terme au service de ce projet. Nous nous soumettrions en outre à un lock-up d'une durée de 4 ans, assorti d'un mécanisme de dégressivité. Dans le cadre de ce projet, le conseil d'administration de Wavestone a vocation à être élargi, avec la nomination de 2 nouveaux membres issus de Cuperior, Carsten Hoepner et Astrid Blechschmidt, afin de refléter la nouvelle structure actionnariale et afin également d'internationaliser le conseil d'administration de Wavestone. Quant à la direction générale de Wavestone, aujourd'hui composée de Patrick Irigoyen et moi-même, elle serait étendue à 3 personnes, Carsten Hoepner étant amené à devenir directeur général délégué de Wavestone. Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite de ce projet. Oui, Carsten, ça y est, nous y sommes. Nous sommes dans la dernière ligne droite, je dirais même dans les derniers mètres, puisque cette opération sera soumise au vote de nos actionnaires lors de l'Assemblée générale qui suivra immédiatement cette présentation des résultats. Non, pas complètement immédiatement, on aura quand même le temps de prendre un petit café à la fin de cette réunion avant d'entamer l'Assemblée générale. Revenons maintenant aux perspectives, cette fois en restant sur le strict périmètre des activités actuelles de Wavestone. Comme nous avons pu le voir avec Patrick et Laurent, les premiers mois de l'exercice 2023-2024 ont été dynamiques, ce qui nous a permis de dégager une croissance et une rentabilité solides qui sont très directement les fruits de l'accélération de notre action commerciale entreprise depuis plusieurs trimestres. Le taux d'activité s'est progressivement rétabli après le fléchissement du 4e trimestre 2022-2023. Les prix de vente sont solides. Le ratio prix de vente sur salaire est même bien orienté et les coûts restent maîtrisés. Pour autant, ces bonnes nouvelles ne doivent pas nous faire oublier que l'environnement de marché est difficile et incertain. La demande est globalement ralentie et les clients sont plus attentifs dans l'engagement de leurs dépenses de conseil. Certains secteurs, comme la banque, le retail ou le secteur public, sont particulièrement impactés. Mais heureusement, d'autres secteurs, tels que l'assurance, l'énergie, le luxe ou encore le transport, font preuve de plus de résilience. Et comme souvent dans ce type de période, les projets à dominante technologie sont plus particulièrement résistants, que ce soit dans le domaine de la cybersécurité, des infrastructures IT, ou encore qu'il s'agisse de data et d'intelligence artificielle, avec une mention spéciale quant à la montée en puissance rapide des demandes relatives à l'intelligence artificielle générative. En résumé, un contexte de marché délicat qui nous incite à la prudence pour le second semestre, mais avec des opportunités qui subsistent, et donc à nous de savoir capter et transformer ces opportunités en maintenant une action commerciale intense et en faisant preuve d'agilité. Si j'en viens aux résultats attendus pour le Wavestone actuel sur l'ensemble du périmètre, sur l'ensemble de l'année 2023-2024, en dépit donc de l'environnement peu porteur évoqué à l'instant,
nous confirmons nos objectifs. Et donc, nous confirmons notre objectif de réaliser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 580 millions d'euros, soit une croissance de 9%, dont 7% à périmètre constant. Un objectif qui tient compte d'une dynamique de croissance moins soutenue au second semestre, du fait du contexte de marché et du fait de la modération du recrutement que nous avons opéré depuis le début de l'exercice. Nous confirmons également notre objectif de dégager une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15%. Ces objectifs tiennent compte de l'impact de la consolidation en année pleine de Penn Partnership et Cohus Consulting. Ils s'entendent à taux de change constant, mais hors Cuperior et toute autre nouvelle acquisition. Voilà donc les commentaires que nous souhaitions apporter sur nos chiffres du semestre et nos perspectives. Et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Des questions qui pourront venir soit de la salle, soit des participants qui sont connectés à distance. Bonjour à tous. En effet, nous avons une cinquantaine de personnes qui sont connectées à distance. En plus de vous présents en salle, nous avons un micro. À distance, vous pouvez lever la main, vous avez l'habitude. Et si en salle, on va peut-être commencer par une question en salle. Sinon, l'une d'entre vous a une question. À distance, je ne vois pas de main levée non plus. Oui, nous avons une question en salle. N'hésitez pas à lever la main à distance pour anticiper la prochaine question. Bonjour, Youssef Arabi de Master Bourse. J'aurais quelques questions pour peut-être Monsieur Stoupi. Quel a été l'impact de l'effet jour défavorable sur la marge? J'ai compris que c'était moins 2,2% sur le chiffre d'affaires, mais sur la marge du premier semestre. Donc l'effet jour, en fait, finalement, joue directement sur le chiffre d'affaires et joue aussi sur la marge, en fait, dans les mêmes proportions, puisque, en fait, finalement, les salaires sont inchangés, quand bien même, en fait, on travaille moins. Donc l'effet sur la marge, en fait, est aussi de même ampleur, en fait. Donc moins 2,2% en fait, de jours en moins, finalement, produit, en fait, finalement, sur la période. En tout cas, productif, en fait, sur la période. D'accord. Et par rapport à Penn Partnership et Cohus, qui utilisent beaucoup plus de sous-traitance que la moyenne, le reste du groupe, est-ce qu'il y a un objectif d'aligner ce fonctionnement sur le reste du groupe, ou ça sera toujours... ils seront appelés à plus de sous-traitance? Aligné, non, parce qu'en fait, le taux de sous-traitance, en fait, finalement, sur le reste du cabinet est plutôt faible. En fait, il est de l'ordre de 5%, là où il est au-dessus de 25%, 30% en fait, sur la partie Penn et Cohus. Donc, un alignement complet, en fait, c'est-à-dire ramener à 5%, je ne pense pas que ce soit un objectif. En revanche, diminuer ce taux, en fait, pour avoir une production qui soit plus interne, ça, c'est un objectif. Ça a progressivement baissé, en fait, autour d'une vingtaine de pourcents. D'accord. Sans doute se situer entre 10 et 20% à terme de sous-traitance chez Penn Partnership et Cohus. C'est un travail qu'on avait déjà fait sur nos activités au Royaume-Uni, puisqu'on avait déjà réalisé des acquisitions qui utilisaient pas mal de sous-traitance. Et l'approche de Wavestone, c'est, même si c'est un peu plus risqué dans notre développement, c'est quand même de capitaliser, vu qu'on est une boîte de croissance, l'idée c'est de capitaliser sur les compétences qu'on acquiert à travers les missions au sein de notre équipe. Et donc on a plutôt vocation à être sur des niveaux de sous-traitance, je dirais sans doute supérieurs à ceux qui ont aujourd'hui cours chez Wavestone, qui sont sans doute trop faibles. Mais entre 10 et 20%, c'est sans doute un bon objectif. Merci. Alors je ne vois pas de main levée à distance. Est-ce que nous avons une question dans la salle, là-bas, tout au fond. Oui, bonjour. Juste sur le prix de 54 € qui sert de prix de référence pour le nombre de titres qui va être émis sur Wavestone, c'est juste un prix qui a été déterminé par rapport au multiple implicite qui est payé sur Cuperior, ou c'est une référence temporelle au moment de l'acquisition? Carsten Hoepner étant présent aujourd'hui, si vous aviez pu éviter d'évoquer ce chiffre de 54 € qui a été l'objet d'une conversation assez continue ces derniers mois avec Carsten. Non, on est parti de 54 € parce que le jour où nous avons annoncé l'opération, le consensus des analystes qui suivent Wavestone, établissait un target price pour Wavestone qui était de 54 €.
Et donc, c'est la raison du choix de ce 54 €, ce qui est, même si très temporairement l'action de Wavestone est un petit peu en dessous, je crois que vous pouvez confirmer le fait que c'est un prix d'amis. C'est confirmé, et donc... J'ai une question en ligne qui a été posée par écrit par Patrick Bord. Quels seront les bénéficiaires de l'éventuel earn-out côté Cuperior? Est-ce que c'est seulement les actionnaires majoritaires ou tous les actionnaires actuels de Cuperior? C'est tous les actionnaires de Cuperior seront bénéficiaires de ce complément de prix. Merci. Avons-nous d'autres questions en salle? En ligne, vous pouvez toujours lever la main. On vous activera évidemment votre micro. Alors, Nicolas Torres lève la main en ligne. Nicolas, on va vous donner la possibilité de mettre votre micro en route dans 1 seconde. Ça devrait fonctionner. Oui, bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation. J'ai 2 petites questions. La première, ça concerne le taux d'utilisation. De mémoire, votre objectif, c'était de retrouver un niveau plus ou moins normatif d'ici à la fin de l'exercice, autour de 75%. Bon, il reste encore du chemin, mais est-ce que vous êtes toujours confiant pour normaliser ce taux? Je dirais que ce n'est pas gagné. On va sans doute se situer sur le 3e trimestre à peu près dans les mêmes eaux que sur le second, donc je dirais aux alentours de 73. Et sur le T4, on a toujours l'objectif de continuer la progression, mais en atteignant en fin d'année le 75. Mais je considère qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas, on doit pouvoir continuer à le faire progresser, mais le 75 n'est pas gagné. Et donc peut-être un petit commentaire pour mettre en perspective l'impact sur la rentabilité de Wavestone. Ça risque d'être, le taux d'utilisation sur l'ensemble de l'exercice risque d'être un petit peu inférieur à notre plan de marche. Et par contre, le rapport prix de vente sur salaire, lui, va être sans doute supérieur, enfin, c'est quasiment certain, sans doute supérieur à ce qu'on avait établi dans notre plan de marche. Et donc, il y a un petit échange prix de vente sur salaire versus taux d'utilisation. Ok, c'est très clair, merci beaucoup. Et ma deuxième question, elle est un peu plus générale, mais on a tous le sentiment aujourd'hui que vous naviguez assez bien dans ce marché-là. En tout cas, vous êtes plutôt bien configuré pour faire face à un marché un peu plus dur. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sérénité chez vous. Mais est-ce que vous pouvez nous aider à dresser, je dirais, un worst case ou un scénario un peu noir pour Wavestone, pour l'exercice prochain? Qu'est-ce qui pourrait vraiment déraper selon vous, et quel pourrait être le profil 2024-2025 dans ce cas en termes de croissance et de marge sur le périmètre actuel hors Cuperior? Merci beaucoup. Vu que le ralentissement dans ce cycle a été progressif, on a eu le temps, au fur et à mesure de la baisse de la demande, d'adapter notre profil d'activité. Et donc, je dirais qu'on n'a pas beaucoup de risques de voir une érosion substantielle de notre rentabilité en 2024-2025, même si le marché continue à freiner. Et donc, la variable d'ajustement, ça va plutôt être la croissance. On a été prudent, une fois n'est pas coutume, en matière de recrutement, ce qui fait que je dirais qu'on est arrivé à un bon équilibre. On attend des signaux sur le marché pour savoir si on doit progressivement faire redémarrer notre recrutement pour préparer une progression de la top line. Notre sentiment est qu'on sera en mesure de dégager sans doute une croissance organique située entre 5 et 10% dans le courant de l'exercice prochain, conformément à des indications qu'on a déjà pu évoquer. Mais il peut y avoir une variable d'ajustement si le marché devient plus dur. Ça pourrait être en dessous de ça. Si on perçoit des signaux positifs sur le marché, on essaiera d'aller plus loin. Sur la rentabilité, pas d'effet majeur à attendre. On est dans un bon niveau de contrôle à la fois du taux d'utilisation, du ratio prix de vente sur salaire et des coûts. Donc, effectivement, plutôt une certaine sérénité sur la rentabilité.
Je dis ça avec un ton très grave, mais en fait, non, il n'y a pas de raison. So far, so good. Merci beaucoup, Pascal. Merci Nicolas. Nous avons une nouvelle question écrite qui est à nouveau sur Wavestone et Cuperior. La nouvelle entité, comment la situez-vous en termes de compétitivité dans la cybersécurité, dans les applications IA génératives? Quelles évolutions de chiffre d'affaires dans les prochaines années? Pardon. Patrick. Il y a eu un blanc. Je dirais que sur la partie cyber, Wavestone, dans la corbeille de la mariée, incontestablement apporte une compétence cyber de premier plan. Et l'un des enjeux va être justement de permettre à Cuperior de tirer tout le parti, on va dire, de la force de Wavestone en matière de cybersécurité pour développer sur les marchés germaniques, suisses, la compétence cyber. Donc c'est une source de synergie qui est très importante pour les années à venir. Dans le domaine de l'IA ou de l'IA générative, je pense qu'on est à peu près au même stade et Cuperior et Wavestone, c'est-à-dire des savoir-faire déjà bien installés. Pour vous donner un ordre de grandeur pour Wavestone, c'est à peu près 10 millions d'euros sur l'année. La partie data, IA et la proportion pour Cuperior doit être à peu près la même. Et sur l'IA générative, l'enjeu des deux entreprises, c'est de tirer parti du démarrage de ce sujet. C'est aujourd'hui beaucoup de pipe, pas encore beaucoup de chiffre d'affaires de part et d'autre. Pour Wavestone, ça représente à peu près un peu plus de 500 kg sur le premier semestre, donc vous voyez, c'est pas énorme. Mais par contre, ça monte en puissance très rapidement, plusieurs millions d'euros de pipe. Et donc, tout l'enjeu de part et d'autre, et Cuperior et Wavestone, ça va être de tirer parti de ces opportunités qui vont être assez nombreuses sur la partie IA générative. Peut-être avec un point spécifique côté Wavestone, qui est le partenariat Microsoft sur Copilot, qui est une source de dynamisme de nos relations avec les clients qui est très importante dans la mise en œuvre, l'expérimentation de ce nouvel outil. Et je voudrais ajouter qu'en matière de cybersécurité, Cuperior apporte dans la corbeille de la mariée une connaissance, une expertise très pointue du sujet de la cybersécurité dans les véhicules et dans tout ce qui est électronique embarqué au sein des véhicules. Donc il y a une très belle, très jolie complémentarité qui s'est nouée sur ce sujet-là entre Cuperior et Wavestone, avec des compétences complètement nouvelles qu'apporte Cuperior à l'ensemble. Merci beaucoup. Nous avons 3 questions à distance. Je vais donner la parole tout de suite à Alexandre Casas. Normalement, vous pouvez activer votre micro, Alexandre. Vous avez la parole. Alexandre. Si Alexandre n'active pas son micro, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner avec la deuxième question. Et ça va faire plaisir à un certain nombre d'entre vous dans la salle, puisque c'est un ancien administrateur de Wavestone. Ah, eh bien, on aura Jean-François Perret dans un instant. Alexandre, on vous entend, c'est à vous. Oui, bonjour. Je ne connais pas bien, mais évidemment, les grands enjeux, c'est la fusion avec Cuperior. Une fusion, c'est toujours difficile. Et donc, ma question, c'est comment vous envisagez les éléments de contrôle et de prudence sur cette opération, notamment, évidemment, pour une activité, le risque humain, c'est-à-dire le risque de part et éventuellement. La première question. Et la deuxième question, c'est de la force de vos concurrents, des grands cabinets notamment aux USA. Est-ce que le fait de se développer dans 4 ans, 5 ans, plus tôt, plus tard, aux USA, deviendra une obligation pour vous? La première question porte sur finalement les enjeux de ce rapprochement et les risques qui sont attachés à ce rapprochement. Et pour beaucoup d'entre vous qui suivaient le développement de Wavestone depuis quelques années, j'ai souvent eu l'occasion de dire que les enjeux de ce rapprochement sont assez symétriques des enjeux qui avaient caractérisé le rapprochement à l'époque avec Kurt Salmon. À cette époque, l'enjeu était vraiment un enjeu ressources humaines. Il y avait 2 sociétés qui avaient des valeurs assez proches, mais
Par contre, avec des métiers de sociétés qui étaient des concurrentes et qui avaient des métiers et des positionnements qui étaient un petit peu différents. Et à cette époque-là, il y avait un grand enjeu qui était d'arriver à embarquer les équipes de Kurt Salmon dans un nouveau projet au sein duquel il y avait beaucoup de compétences technologiques et IT. Et vous savez, dans le domaine du conseil, c'est toujours difficile de marier compétences technologiques et compétences de conseil en management. Et donc, notre enjeu est se situer là. Et il ne vous a pas échappé qu'à l'époque, on a eu un certain nombre de challenges à relever qui ont été parfois difficiles pendant 1 à 2 ans, avec en particulier un turnover qui a été élevé. Mais en contrepartie, on était dans une période qui était booming sur le plan business, et ça nous a beaucoup aidé à réussir et à opérer la création de valeur qui a accompagné cette opération. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se passe. On est 2 sociétés très comparables, mais qui ne sont pas du tout concurrentes, parce qu'elles sont situées sur des marchés différents, et elles sont par ailleurs d'ores et déjà des sociétés amies, puisqu'elles coopèrent depuis quelques années avec beaucoup de feedback positif de la part de l'ensemble des équipes. Et par ailleurs, dans le cadre de ce rapprochement, l'ensemble des partenaires de Cuperior se sont complètement investis dans le rapprochement. Ils sont essentiellement rémunérés en actions, donc they put their skin in the game, comme on dit. Ils sont complètement partie prenante. Et donc, il ne faut pas qu'on soit trop confiant, mais je dirais que sans doute le challenge ressources humaines va être un challenge beaucoup moins fort qu'à l'époque de Kurt Salmon. Et je dirais que d'ores et déjà, les signaux qu'on a sont vraiment très positifs sur ce plan. À l'inverse, on fait cette opération, ça ne vous échappera pas, dans un contexte de marché qui est plus compliqué. Donc le vrai challenge, c'est d'éviter de faire un rapprochement qui consomme toute l'énergie sur des travaux finalement d'alignement interne et qui nous empêche d'avoir l'efficacité voulue sur le plan business. Et on est très attentif dans le cadre de l'organisation de notre projet de rapprochement à ce point-là. La deuxième question portait certainement sur le développement du nouveau groupe aux États-Unis, mais je dois avouer que Benjamin, il va falloir que tu m'aides sur exactement le contenu de la deuxième question, parce que le son n'était pas de très grande qualité. J'ai peur de ne pas avoir beaucoup mieux entendu que toi, Pascal, mais j'ai entendu en effet développement en France historique, quid du développement aux États-Unis et quid de nos ambitions dans les années qui viennent. Avec ce rapprochement, Wavestone plus Cuperior devient un champion en Europe continentale. Comme vous le savez, on est en train de réussir au Royaume-Uni. Les derniers rapprochements qu'a opéré Wavestone sont des succès. Et ça nous donne vraiment une dynamique très importante au Royaume-Uni. On réussit vraiment magnifiquement bien au Royaume-Uni. Et donc notre enjeu maintenant, c'est de réussir aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. On est toujours dans la construction des fondations aux États-Unis. On n'a pas provoqué le déclic qui permet de partir sur une trajectoire de croissance rentable pérenne. Et donc ça va être l'objet de toute notre énergie, que d'arriver à consolider ces fondations pour pouvoir ensuite accélérer le développement aux États-Unis, où même si aujourd'hui combiné, nous réalisons de l'ordre de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires, pour autant nous sommes encore une poussière aux États-Unis. La masse critique, le premier seuil critique est certainement bien au-delà de là, bien au-delà de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc il va falloir qu'on construise les fondations, qu'on consolide les fondations, qu'on continue à asseoir notre empreinte au Royaume-Uni, aux États-Unis, qu'on commence à constituer un portefeuille de grands clients fidélisés, et ensuite on pourra accélérer. Je vais laisser la parole à Jean-François Perret. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont mes amis, qui sont certainement pour certains d'entre eux dans la salle. Félicitations pour ce premier semestre, c'était pas gagné, me semble-t-il. Ma question alors porte sur l'IA générative. Alors une partie de ma question a déjà fait l'objet d'une réponse tout à l'heure là par Patrick. Plus concrètement, alors bon, il y a beaucoup de buzz sur cette activité.
je ne sais pas si j'ai été rassuré par le chiffre annoncé par Patrick, la 500K. Effectivement, il y a beaucoup de buzz et beaucoup moins de chiffre d'affaires. Je ne mens jamais, Jean-François. Oui, je sais. Oui, donc effectivement, bon, il y a beaucoup de buzz, mais pour le moment, le business, c'est un ruisseau, hein, un petit ruisseau qui va grossir forcément, un petit ruisseau. Ma question, c'était, concrètement parlant, au niveau de Wavestone aujourd'hui, est-ce que vous avez pris des mesures d'organisation pour essayer de canaliser à votre profit ce nouveau paradigme, on va dire ça comme ça? Est-ce que dans certaines pratiques, vous avez monté quelques spécificités, etc. Enfin, donc, comment vous prenez le problème, en d'autres termes? Bonjour Jean-François et merci de votre question. On considère que l'IA générative, oui, il y a beaucoup de buzz et on en est dans les phases early stage, mais il y a quand même quelque chose qui est impressionnant, c'est que ça va beaucoup plus vite que toutes les autres vagues qu'on a pu connaître historiquement dans le domaine de la technologie, où souvent entre la phase de buzz initial et le début du business, il s'écoule plusieurs années. Or là, notre conviction, pour l'instant, il n'y a pas de vrai business, hein, ce dont on a parlé est très faible, mais notre conviction, c'est que dès 2024-2025, dès le prochain exercice, ça va commencer à devenir un business visible. Patrick l'évoquait, on a un pipe de plusieurs millions d'euros, il va bientôt être sans doute aux alentours de 10 millions d'euros. On a une très très grande confiance dans la capacité à convertir ce pipe et ça continue à arriver. Donc ça monte en puissance très vite et ça va représenter un business assez rapide. Et on sait, on en a fait, bien sûr, le sujet IA générative va comme un gant à Wavestone et Cuperior. On est des boîtes, finalement, de conseil en management qui ont une très forte culture technologique. Donc, c'est vraiment fait pour nous. Donc, on a organisé déjà au sein du périmètre de Wavestone nos forces en créant une initiative dans laquelle on consolide toutes nos activités dans l'IA générative avec quelques grandes idées. Le début de la vague, elle va être très fortement consacrée à deux sujets qui sont d'une part des business cases pour essayer de trouver des cas d'usage qui apportent de la valeur aux clients et d'autre part tout de suite une gestion des risques associés à la mise en œuvre de l'IA générative. L'IA générative, instantanément, dès qu'on commence à déployer des choses, ça pose des problèmes en termes de cybersécurité, de gestion de la confidentialité des données de l'entreprise et des risques d'irréputation du fait que l'IA générative peut amener, en automatisant certains process, et en particulier des process en relation avec les clients, à avoir finalement à donner le sentiment que l'entreprise, si on ne paramètre pas bien les moteurs d'IA générative, n'a pas un comportement éthique. Il y a des biais éthiques qui peuvent se constituer dans la manière dont l'entreprise traite certaines réponses ou certaines données. Et donc, c'est ces deux sujets qu'on veut employer très vite. Il y a un troisième sujet qui va monter ensuite, qui est que l'IA générative va se diffuser dans toutes les offres technologiques du marché. Donc, par exemple, pour Cuperior, qui travaille beaucoup autour de SAP, bien sûr, SAP est en train d'intégrer de l'IA générative à l'intérieur de ses produits. Et donc, il y a tout le conseil qui va ensuite monter en puissance sur qu'est-ce que ça veut dire que de tirer de la valeur des nouvelles versions de RP, de Salesforce, de briques technologiques qui intègrent de l'IA générative. Et sur ce plan-là, là aussi, ça va plus vite que ce qu'on imaginait, parce que Microsoft a, dans un rythme d'enfer, intégré l'IA générative dans son offre de produits, et en particulier dans Office 365. C'est le partenariat, c'est sur ce sujet que Patrick évoquait, que nous avons noué un partenariat avec Microsoft. Nous sommes l'une des 3 sociétés en France dont Microsoft promeut les services pour accompagner le déploiement de l'IA générative. Donc, c'est ça qui contribue à faire décoller très rapidement le pipe. Voilà en quelques mots
la réponse, c'est peut-être juste pour compléter sur Cuperior. Cuperior a par ailleurs, sur les sujets d'éthique et de gestion des données, une longueur d'avance, puisque Cuperior travaille depuis plusieurs années sur un programme de recherche financé par le gouvernement autour de l'intelligence artificielle et va permettre à l'ensemble du cabinet de bénéficier à la fois de ses apports et de la légitimité que donne le fait d'avoir participé à ce programme institutionnel de recherche autour des risques associés à l'IA. Merci Pascal. Je vais proposer maintenant à Denis Scherer d'activer son micro. Bonjour Denis. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. J'avais deux questions. La première, c'était sur la rentabilité des différentes filiales à l'étranger, à l'international. On comprend que ça marche bien au Royaume-Uni, un peu moins bien aux US. Comment ça se passe en Asie et est-ce qu'on peut avoir une idée de l'atterrissage qu'on peut avoir sur l'ensemble de l'exercice? Et la deuxième question, c'était plus sur l'activité du T4 lors de la présentation du chiffre d'affaires semestriel. Pascal, vous aviez dit que le T1 calendaire pouvait être à risque dans les budgets du Conseil. Est-ce que vous avez aujourd'hui un peu plus de visibilité sur ce T1 calendaire ou est-ce qu'on est encore un peu toujours dans le flou et la question, c'est un peu, est-ce qu'on est dans le worst case ou est-ce qu'on est dans ce que vous pouviez attendre précédemment? Merci beaucoup. Donc, sur les rentabilités internationales, c'est assez contrasté, en fait, effectivement, avec un niveau de rentabilité au UK qui est vraiment très bon, en fait, assez sensiblement supérieur à la moyenne du cabinet. Et quelque chose qui donc de solide, en fait, de ce point de vue-là. Sur l'Asie, c'est une petite activité. Hein. On est encore sur des faibles volumes en fait pour l'instant. Donc pour rappel, on est présent et à Singapour et à Hong Kong avec en tout une cinquantaine en fait finalement de personnes. Donc ça reste limité avec un niveau de rentabilité qui est, on va dire, dans la moyenne en fait finalement du cabinet. Aux US, comme le mentionnait Pascal, c'est là où on rencontre le plus de difficultés. On a une rentabilité qui, en fonction en fait, des semestres, en fait, est, on va dire, entre 0 et 5%. On rencontre actuellement un marché, en fait, finalement, qui est, du point de vue du marché du conseil, difficile. Et donc, le début de redressement qu'on avait fait, en fait, finalement, sur l'exercice 22-23, en fait, c'est un peu dégradé en fait, dans ce contexte de marché difficile. Donc ça reste aussi, en fait, finalement, en termes de chiffre d'affaires, un volume aujourd'hui qui reste limité. Donc il y a un développement à faire et une progression de la rentabilité en fait, à faire. Donc tout ça nous amène, si on regarde l'ensemble du cabinet, comme on l'a partagé, à maintenir la guidance en fait, sur l'ensemble de l'exercice avec un objectif de rentabilité à 15%. Peut-être tu peux donner la prévision d'atterrissage pour les US sur l'ensemble de l'année. La prévision d'atterrissage sur l'ensemble de l'année, c'est... sur les US. Sur les US. Sur les US. Il faut vraiment que je réponde à cette question. C'est autour, on va dire, autour de 5% en fait, de rentabilité. Sur le T4, la situation en fait, s'éclaircit très lentement. Je dirais qu'on espérait au début du mois de décembre d'avoir une visibilité beaucoup plus claire sur ce qui allait se passer sur le T4. En fait, les arbitrages budgétaires sont retardés chez nos clients. Et donc, on n'est pas dans le worst case, on n'est pas dans le best case. C'est plutôt, on garde pas mal de brouillard malgré tous les efforts qu'on a fait ces derniers mois pour essayer de sécuriser la prolongation d'un certain nombre de missions, le démarrage de nouvelles missions. Donc, comme d'habitude, le début du T4 reste encore assez incertain. Comme je le disais tout à l'heure, on est très armé pour bien résister à des fluctuations en début d'exercice, mais effectivement, ces fluctuations pourraient exister parce que la sécurisation d'un certain nombre de missions tarde à venir. J'ai eu l'occasion d'évoquer le fait que finalement, on est dans une situation où ce qui est rassurant, c'est que nos clients ne vont pas mal. Ils sont
globalement, dans tous les secteurs d'activité, on n'a pas de clients qui soient dans des situations très difficiles. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que l'incertitude économique de 2024 pèse sur les investissements. Et donc, on est plus confronté à une prudence de la part de nos clients et non pas à des situations de crise chez nos clients qui font qu'ils sont en train de tout couper. Et je pense que ce sont les arbitrages qu'ils ont besoin de faire en ce moment, qui est de dire à quel point on se projette et on prend des risques sur 2024. Et ça dépend beaucoup finalement de leur évaluation de la manière dont va progresser leur top line sur 2024. Merci Pascal. Nous avons une question ici en salle. On vous apporte un micro. Non, juste peut-être une petite question sur les US, au-delà de votre développement spécifique. Peut-être que le marché du conseil là-bas a ralenti plus fortement et plutôt que ici. Quelle est votre vision sur l'atteinte d'un point bas là-bas pour le marché en général et pour vous, et pour un éventuel rebond? Est-ce qu'il y a un peu plus de visibilité sur quand ça va se produire et comment? Oui, en fait, ce qui s'est passé aux US, c'est ce qui a mis le feu aux poudres, en quelque sorte, et qui a complètement déréglé le marché. C'est dans un premier temps la tech, l'année dernière, a complètement coupé ses investissements. Ça a complètement déséquilibré le marché du conseil. Mais maintenant, c'est plus globalement le contexte économique aux US qui pèse sur la capacité d'investissement des entreprises. C'est assez profond. Il y a énormément d'ajustements de personnel chez tous nos grands concurrents, les Big Four, Accenture. Et on espérait que du coup ça redémarre assez rapidement. Je pense que ça pourrait prendre encore 1 ou 2 trimestres, parce que jusqu'à très récemment, il y a encore eu des plans de licenciement qui ont été annoncés par des Big Four, encore des Big Four qui ont repoussé d'1 an l'embauche de certains collaborateurs. Ça veut dire quand même que nos grands concurrents, qui ont certainement une bien meilleure perception que nous du marché, restent quand même encore assez prudents sur le début de 2024. On situe sans doute quand même, compte tenu, on a l'habitude des US, les purges sont extrêmement fortes et ensuite ça redémarre de manière assez dynamique. On a l'impression que ça pourrait redémarrer avant l'été 2024, mais c'est, je dirais, à prendre sous toute précaution. La bonne nouvelle, c'est que là où on voit qu'on a fait quand même déjà beaucoup de progrès aux US, c'est que dans un marché comme ça, il y a 2 ou 3 ans, Wavestone US, ça perdait 1 à 2 millions de dollars en marge opérationnelle. Là, on a fait le boulot, et maintenant, même quand le marché est vraiment très très compliqué, on arrive à rester à flot, et on va terminer mid-single digit sur la rentabilité opérationnelle. Donc, je dirais ça montre qu'on a quand même commencé à cranter des choses. Mais je dirais qu'il faut sans doute encore être un petit peu patient pendant 1 à 2 trimestres. Merci. Et peut-être un petit mot aussi sur le marché allemand. Je ne résiste pas à l'envie de passer le micro à Carsten sur cette question. Carsten, as you know, we are doing a lot of German bashing in France, because it's so nice just for once to show that Germany is doing so badly from an economic standpoint. So, I mean, you can read it all in the papers that the German market is a difficult market at the moment as well. However, very similar to what Pascal and his team said about Wavestone, we are still doing quite well with a solid double-digit growth for the year 2023, and the profitability in the high single digits. So we are doing well and we are stable. We've got a 5.5 months order backlog, which is also good, and we can already see a little better into the first quarter of 2024, which seems to be solid for us as well. However, in terms of recruiting and investments, we are also very careful, because we don't know what the future is going to bring, and we rather be a little bit more careful than over-investing into the future. So that's a little bit how it looks like for us. Merci beaucoup, Carsten. Nous n'avons plus de questions à distance. Je ne sais pas si nous avons encore une question en salle. Si je ne vois plus de main levée, je vais laisser la parole à Pascal pour quelques mots de conclusion. Bien, écoutez, merci beaucoup de votre présence à cette réunion, ici au pavillon Gabriel ou à distance. Merci de vos nombreuses questions.
Donc juste après cette réunion, il y aura une assemblée générale et donc je vous invite pour les personnes qui sont actionnaires de Wavestone, si vous n'avez pas encore voté, à participer à l'assemblée générale. En fonction du résultat du vote, il pourrait y avoir un cocktail magnifique à la fin de l'assemblée générale. Et sinon, nous nous donnons rendez-vous, bien sûr, nous communiquerons dans la journée le résultat des votes de l'Assemblée générale et nous nous donnons rendez-vous, quoi qu'il arrive, au 30 janvier 2024 pour la présentation du chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2023-2024. Merci encore et très bonne journée à tous.